Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Toujours encore un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler des élections et la démocratie, surtout les élections qui, trop souvent, sur le continent africain, sont un moment, en tout cas, de discorde, où les gens se déchirent. C'est un moment, un exercice constitutionnel, un exercice démocratique ou de démocratie, mais c'est un exercice qui, malheureusement, est pour nombre des pays, notamment sur le continent africain, cet exercice semble ne pas mettre tout le monde d'accord. Et c'est vrai, la démocratie nous permet de diverger nos opinions, mais pas à ce point de pouvoir nous entre-déchirer. Aujourd'hui, nous allons voir justement dans cette optique-là pourquoi les échéances présidentielles et les échéances parlementaires doivent être un exercice normal et surtout un exercice constitutionnel. Mais avec toutes les implications que cela peut toujours avoir, notamment sur le climat des affaires, le climat politique, le climat de la diplomatie, on va voir ce que cela peut avoir comme répercussion si cela est mal interprété. Ici, dans nos studios, nous sommes avec Teddy Kaberuka. Il est expert en économie, c'est un nom connu aussi bien ici au Rwanda et dans la région et même ailleurs sur le continent africain. Teddy, bienvenue dans nos studios. Voilà, et également avec nous, nous sommes avec Damien Mzoun. Il est entrepreneur social. Il est du think tank AENA. Bienvenue à vous, Damien. Toujours un plaisir d'être avec vous dans nos studios. Merci, Eddie. C'est un plaisir d'être encore là. Voilà. Tout d'abord, et avant de commencer notre émission, peut-être d'aller dans le vif, j'aimerais tout d'abord l'entendre et le comprendre de vous. Pourquoi les élections est un terme, est un mot qui fait peur? Bon, je ne pense pas que ça fait peur, mais les élections apportent le changement, souvent. Et ça c'est un élément important. Peut-être on me dit qu'il y a un petit souci au niveau du son. On va revenir à vous, Teddy. À vous, Damien, j'aimerais savoir les élections, pourquoi ça suscite une certaine peur dans le chef des nombres des Africains et aussi des partenaires du continent africain. Non, cette peur, c'est le fait que l'homme de nature a peur du changement. Donc, ça veut dire que de temps à autre, il faut prendre en considération le fait que les gens n'aiment pas que les choses changent. Et dans ce cadre, cette panique permet à ce que des gens parfois sont obligés de prendre des réserves, et ce qui est normal. Mais ce qui a été peut-être le cas dans certains pays où on a vu quand même des élections se passer autrement. Donc, là, c'est un préjugé que dès qu'il y a des confrontations de personnes qui doivent concourir pour le pouvoir, qui est quand même ce qui est la puissance qui doit gouverner les hommes et qui doit être en charge. Donc le pouvoir d'État quand même, c'est un pouvoir qui n'est pas léger et ça fait que c'est normal que les gens parfois aient ces frissons qui se disent il faudrait parfois qu'on fasse attention, qu'est-ce qui peut être le cas, ainsi de suite, parce que si le pouvoir devait être pour servir seulement le peuple, en toute humilité, je ne pense pas que ça aurait pu susciter autant d'engouement. Mais bon, de toutes les façons, c'est comme ça le monde fonctionne. Et surtout que les gens qui doivent donner l'exemple, ces grands pays aussi parfois, la façon ça se gère fait que, et le modèle qu'ils veulent que ça se répande dans le monde entier, fait que bon, les élections deviennent une question d'acharnement, de se contre-attaquer, de se battre. Et malheureusement, cela continue et
certains pays quand même ont pris le pli et essaient quand même dans le monde entier de faire en sorte que les élections ne soient pas forcément une source de conflit, une source d'un combat. Mais je crois que l'équilibre du monde, c'est de cela aussi qu'il est question. Il faut que les gens s'informent davantage pour savoir qu'est-ce qui se passe dans tel endroit particulièrement quand il s'agit des élections, parce que c'est tout différent quand on fait le tour du monde. C'est vrai, je sais, plus plongé dans la politique, la diplomatie, c'est beaucoup plus dans cet angle ou cet angle-là que vous voyez les choses. Mais Teddy, vous qui êtes économiste, aujourd'hui les élections, c'est aussi vu dans l'optique économique. Ça peut susciter soit des espoirs ou des doutes par rapport aux approches d'investissement. Est-ce que on peut dire que le continent africain, là, de manière générale, souffre encore de la description et surtout de la connotation qui est donnée aux élections en Afrique? Bon, ça ne manquerait pas parce qu'il y a eu toujours un narratif qui a été longtemps dit, pour longtemps, et malgré les avancées, malgré les bonnes réalisations de certains pays, le narratif n'a jamais changé. Surtout que le monde est envahi par les médias. Aujourd'hui, c'est au-delà des médias classiques, on est aussi sur les réseaux sociaux. Et tout ça sont des instruments de propagande, soit au bénéfice ou à la perte. Ça dépend de celui qui veut donner le message. Mais ce qui est vrai, c'est que il faut accepter que la démocratie a des aspects que je dirais imprévisibles. Parce que, tu sais, quand tu veux, par exemple, investir dans un pays, tu pars de ce qui est là, de la réglementation, le régime fiscal, l'environnement des affaires, le easy doing business, et avec tous les agrégats macroéconomiques. Et après ça, on décide. Mais quand ça vient au côté politique, donc la gouvernance, les élections, ça devient imprédictible. Parce que les élections viennent avec le changement de pouvoir, parfois. Et cela, le changement peut être positif ou négatif. Donc, les électeurs, ils ne sont pas prédictibles tout le temps. Hein. Et il y a peut-être que dans très peu de pays que tu peux faire des prédictions, de dire, voilà, parmi tous les candidats, parmi les partis, voilà, le candidat le plus favori, il est là. Et tu peux faire des prédictions qui peuvent être correctes. Mais dans certains cas, on a vu ça en Europe, hein, il n'y a pas longtemps, on continue à voir ça aux États-Unis, il y a toujours des surprises qui viennent. Et ça met en danger les investissements qui sont faits quand le candidat qui est élu, c'est un bon candidat, ou quand c'est un mauvais candidat, ça fait aussi le risque des affaires. D'ailleurs, pour les grandes économies où leur économie est cotée en bourse, hein, en cas de changement en cas d'élection d'ailleurs, avant, il y a une fluctuation du marché boursier. Pourquoi? Parce que... Voilà, fluctuation, spéculation aussi. La spéculation, c'est la cause. Voilà, il faudrait aussi dire les choses par leur nom. Oui. Là, de par la démocratie, les urnes, c'est de là que sort la vérité et le choix du peuple. Et ça nous ramène même à la définition du pouvoir de par la démocratie. Le pouvoir est détenu par le peuple. Donc, oui. Pour le peuple, comment on dit, le pouvoir est du peuple, pour le peuple et par le peuple. Donc, c'est le peuple possède le pouvoir, il décide à qui le donner.
Mais lorsqu'on vous entend, Teddy, on a l'impression que le pouvoir n'est plus du peuple. Non, non, non. Attends. Le pouvoir des non, je vais clarifier les choses. Non, dans certaines les choses. situations peuvent laisser les gens dire que les économistes ont leur œil et le pouvoir qu'ils veulent voir, et aussi le commun du peuple, le commun des mortels également. Non, non, la réalité, c'est quoi? Le peuple a le pouvoir de choisir. Aussitôt le candidat est choisi, le peuple attend 5 ans pour reprendre le pouvoir de rechoisir encore. Donc, à partir du moment où le peuple choisit tel candidat, c'est le candidat qui tient le flambeau pour continuer pendant la période de mandat. Et cette période peut être soit favorable au climat des affaires ou elle peut être un désastre. Un cas typique, on a vu par exemple des présidents qui font des promesses et du moment où ils sont au pouvoir, il faut monter par exemple les taxes. Alors que ce n'était pas ce qu'il avait promis au peuple. Et quand il y a montée de taxes... Mais lorsqu'on dit aussi que la réalité peut aussi dicter sa loi, on peut beau promettre certaines choses, mais que la réalité puisse vous ramener à la réalité ou disons, comme on dit, la conjoncture peut aussi dicter sa loi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais dans tous les cas, pour moi, la promesse, c'est un contrat avec le peuple qu'il faut respecter dans les conditions de promesse. Ça veut dire que si tu as promis de ne pas augmenter les taxes, il n'y a aucune raison pour augmenter les taxes. Plutôt, il y a plusieurs manœuvres de réaliser les promesses tout en respectant les promesses que tu as faites. Le grand problème avec les élections, d'ailleurs, ce n'est pas parfois, c'est souvent les candidats, ils sont plutôt populistes. Ils veulent le voir. Ils veulent des arguments, ils veulent convaincre les électeurs avec des belles paroles, avec des promesses parfois irréalisables. Et du moment où ils sont au pouvoir, ils sont coincés parce qu'ils ont promis l'impossible. Parce qu'il faut comprendre que quand on n'est pas au pouvoir, quand on est dehors du pouvoir, on ne connaît pas tous les détails de la réalité du pouvoir. Et donc, quand on est dehors, et quand on est... si le candidat n'est pas sage, il fait des promesses irréalisables, et le jour où il sera au pouvoir, il se retrouve dans l'impossibilité. Ce n'est pas le peuple qui avait tort, parce que le peuple a voté la promesse, le contrat que tu leur as soumis. Et là, je pense que c'est l'obligation du candidat de respecter les promesses. Si ce n'est pas ça, le mandat suivant, tu es puni. Ça, c'est très important ce qu'il dit. Vous évoquez une matière et surtout une théorie qui a été développée depuis de nombreux siècles, le contrat social avec Jean-Jacques Rousseau, les philosophes des Lumières, des gens qui ont été des précurseurs, par exemple, de la Révolution française, qui a changé beaucoup de choses dans le monde, non pas seulement en France, mais Damien, il parle des promesses vendues à la population, mais quelque part on estime aussi que la population se doit d'avoir une certaine maturité, de comprendre et de dissocier les promesses électorales et des choses qui tiennent la route, et des promesses qui ont un soubassement, une base. Comment est-ce que la population ou un peuple arrive à maturité, à pouvoir dissocier les deux? Le principe déjà démocratique est peut-être l'une seulement des constantes qui existent. Lorsque on parle de ce principe du pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, c'est là que le standard de 5 ans ou de 7 ans, ça dépend des pays. Chaque pays choisit selon le nombre d'années qu'un mandat doit durer. Et son mode de fonctionnement
de mise en place de cette démocratie. Je crois que le drame que nous, on a eu en Afrique et qui n'est pas souvent communiqué parce qu'on n'a pas de système ou des structures de recherche beaucoup plus équipées qui essaient d'adapter quel est le modèle adaptif démocratique peut-être pour l'Afrique, qui est souvent ce que nous n'avons pas pu depuis les indépendances. Et on observe, mais il n'y a pas une étude qui a été faite par rapport à ça. Donc ce principe... C'est la tâche de vous autres chercheurs. Mais on est très peu. Combien sont les think tanks, par exemple? Et puis moins financés, il faut... On n'est même pas financé du tout, pratiquement. Et donc, dans ces cadres-là, les pays qui ont de l'avance sur nous, mais il faut voir aussi que dans certains pays où la situation a marché, parce qu'on parle ici en africain et en Afrique, vous prenez par exemple le cas de l'île Maurice. Ils ont un modèle de gouvernance où le peuple qui d'abord, ils ont investi dans l'éducation à 98%, le peuple est éduqué. Ils sont lettrés, comme on le dit. Alors, ils participent parce qu'ils sont impliqués à la base. C'est vrai, ils ne sont pas aussi nombreux que la plupart des pays, mais ils ont un système où les gens s'impliquent vraiment dans les élections. Donc, ils vont aux élections. C'est eux-mêmes qui se sont assis pour faire leurs assises, que nous faisons aussi dans nos pays parfois, pour décider de quel système de gouvernance il faut. Et dans ce système de gouvernance, parce qu'il y a des minorités et des majorités, des milieux, ils ont craqué une constitution qui dit que vous avez... il y a même des sièges. Par exemple, les élections parlementaires que nous allons faire demain, il y a des sièges pour les meilleurs perdants. Donc, il faut être moins voté ou ne pas être voté du tout pour avoir ces 8 sièges-là au Parlement. Maintenant, lorsque vous êtes arrivé au pouvoir par rapport à ce système qu'eux, ils ont défini unique à eux, c'est les députés... De la place pour les perdants. Il y a 8 places pour les perdants. Donc, il faut faire, s'il faut parler de façon concrète, c'est que le candidat doit aller faire campagne chez les autres pour dire « il ne faut pas me voter pour que je puisse être élu à l'Assemblée ». C'est un système qui existe chez nous, en Afrique, dans un pays comme l'île Maurice quand même. Alors, lorsqu'ils votent les députés se réunissent et ils décident qui va être les ministres. Et ils choisissent parmi ces députés les ministres. Maintenant, ces ministres se réunissent pour dire qui va être le Premier ministre. Ils choisissent le Premier ministre. Maintenant, c'est le tour du Premier ministre de nommer le président de la République. C'est un système qui a marché et jusque-là, on n'a pas connu des coups d'État chez eux, on n'a pas connu des interruptions ou de tous les scandales que parfois notre continent, l'Afrique subsaharienne, malheureusement, est confronté. Donc, quand vous prenez des cas d'études comme cela et vous venez, par rapport à votre question, dans nos pays où les populations ne sont pas éduquées, on peut facilement les manipuler avec une petite propagande. On peut juste les surréciter ou des fois même dans certains pays, il faut juste donner des t-shirts ou donner du sel ou quelque chose et la personne va voter. Elle ne sait même pas c'est quoi le manifeste, quel est le document, quelle est la feuille de route pour lui, où il vote selon des questions d'ethnie. On va dire je vote parce que tel est de notre religion, ou il est de notre ethnie, ou il est de notre clan. Donc ils ont tellement des raisons subjectives pour le vote que des fois, ça devient compliqué. Et c'est là que vous voyez, pendant les périodes de nos indépendances, quand nous avons nos aînés, les Kwame Nkrumah et autres, ont arraché le pouvoir des Blancs, la plupart des pays étaient des pays où, si vous observez bien, vous faites les études sur l'histoire, c'est des pays à parti unique. Le pays de la Côte d'Ivoire, de Houphouët-Boigny, c'était les partis uniques et pendant les élections, c'était toujours les fêtes. Même nos voisins à côté ici, au temps de Mobutu Sese Seko là-bas, c'était un parti dominant qui gouvernait le pays. Donc ce n'est rien de nouveau aujourd'hui quand on regarde dans nos continents et ça a pu marcher comme ça parce que les populations qui voulaient le changement, ils n'ont pas un niveau d'éducation qui leur permet de faire un discernement. Donc il fallait un système qui pourrait marcher selon qu'on était en train de sortir. Parce que là, ça nous ramène également non seulement à l'éducation qu'on connaît, l'éducation dans son sens, l'éducation universitaire ou avoir un cursus scolaire ou universitaire, mais ça nous ramène à l'éducation citoyenne où le peuple connaît ses droits, connaît ses besoins et aussi le peuple sait présenter ses desiderata aux hommes politiques et aussi le peuple qui sait se décider par rapport à qui remettre la destinée de toute une nation. Teddy, comment est-ce qu'on procède pour... là, nous sommes en matière de démocratie. Comment est-ce qu'on procède à l'éducation
d'une nation, d'un peuple qui saura prendre ses décisions. Ses responsabilités. Et ses responsabilités, être aussi responsable de ses choix. Parce que quand le leader aussi... l'échec du leader est également l'échec du peuple qu'il a élu. Bon, c'est vrai, hein, tu as raison, mais la question est, faut-il avoir un bon leadership pour éduquer la population ou faut-il avoir une population éduquée et de là, ça vient un bon leadership. Les deux. voilà. Développer. Moi, je pense que le leadership est irremplaçable dans cet enjeu. Il est vrai que quand tu as une population éduquée, c'est plus facile. Mais il est, pour moi, il est vraiment impératif que le leadership, qui est souvent est fait par les élites, qui ont eu la chance d'être éduqués à des années, qui ont eu des expériences différentes dans différents pays, ils devraient être conscients qu'on a ce mandat d'éduquer notre population. Sinon, l'avenir de ce pays n'est pas garanti. Parce que je pense que le bon investissement qu'un leadership peut faire, c'est éduquer la population. Parce que à un cycle d'une génération, tu as déjà le retour à cet investissement, sans faire autre chose que ça. Donc, il y a l'auteur qui a dit que si tu veux tuer une population, il faut tuer par l'éducation. Si tu as une bonne éducation, tu as l'avenir d'un pays, mais si tu tues l'éducation, toute chose est foutue. Je pense qu'il y a cette obligation du leadership d'avoir une feuille de route pour l'éducation, que ce soit l'éducation classique, mais aussi que ce soit l'éducation civique. Pour, je dirais, formater la population. Parce que ce qu'on a besoin, en fait, quand tu vois l'histoire du monde, comment les civilisations ont évolué, les civilisations... Tout en étant là-bas, oui. Parce que c'est très important ce que vous dites, formater la population, parce que l'interprétation peut être... péjorative, hein? Voilà. Voilà, ça peut être à tort et à travers qu'on peut vous comprendre et te dire. J'aimerais bien que vous puissiez peut-être relativiser les choses là-dessus. Formater la population en termes de quoi exactement? Des valeurs positives, des valeurs liées au patriotisme, des valeurs liées à l'unité nationale. Donc, quand tu as une population qui a le patriotisme, qui partage la même vision de l'avenir, qui n'est pas divisée, là, tu as affaire à une population qui peut être productive. Parce que l'autre pourrait facilement vous accuser de pouvoir créer ou de mettre en avant la pensée unique, d'avoir une population dans un cadre de la pensée unique. Non, enfin, tu sais, je ne pense pas que quelle que soit la force que tu as, tu ne peux pas mettre tout le monde dans un seul moule pour les transformer comme des produits. Voilà. On a affaire à des humains qui raisonnent, mais des humains qui peuvent partager la même vision. Je te donne un exemple. Quand tu fais un parcours dans la plupart des pays africains, on va te dire le pouvoir est dans les mains des gens du Nord. Et là, tu sais que tous les investissements, toutes les infrastructures de développement, tous les privilèges, ce sont les gens au Nord. Voilà. L'inverse est aussi dans quelques pays. On te dira, voilà, le pouvoir est dans la main des sudistes. Tu vois, donc ça, c'est je dirais que ça, c'est vraiment une erreur d'identifier le pouvoir à une région. Pour un pays, pour moi, un leader qui a bien formaté sa population, s'est dit, voilà, le pouvoir est dans les mains des compétents. Tu vois? Qu'il soit du nord ou du sud, qu'il soit de l'est ou de l'ouest, on n'a pas de limites géographiques, on n'a pas de limites tribales, on n'a pas de limites linguistiques. On connaît aussi des pays où l'anglais et le français, c'est un problème. On n'a pas de limites religieuses. Tu vois, c'est vraiment pour moi, c'est une philosophie. Une philosophie de comprendre que, voilà, ce n'est pas le pouvoir des vieux. On a vu, par exemple, le candidat Kagame qui dit, voilà, on a la place aux jeunes. Il a répété ça plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il sait
les jeunes, c'est une grande partie de la population, mais aussi c'est une main-d'œuvre très active, à la fois qualifiée, mais aussi très productive. Donc je pense que c'est vraiment une philosophie, quand j'ai dit formater, c'est une façon de dire, voilà, il faut impliquer ou il faut partager une philosophie d'un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui a une philosophie. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour donner des ordres, c'est plutôt partager cette philosophie. Et cette philosophie peut continuer même après son régime. Alors, Damien, c'est très important. Est-ce qu'un leader, il est aussi mesuré par rapport à sa capacité de transmettre sa vision à son peuple? Justement, parce que sans ça, il y a une déconnexion. Et le fait de travailler dans un laboratoire d'idées, vous savez, quand on parle de questions d'endoctrinement, c'est ça qui fait peur aux gens quand ils entendent parler des think tanks. Parce que quand on étudie l'histoire des think tanks, des laboratoires d'idées dans le monde, on se rend compte que, en fait, c'est des pouvoirs sans pouvoir. Ils sont derrière les murs avec beaucoup de livres et tout, mais ils arrivent à influencer au point de commander la destinée d'un pays. Donc, ils arrivent quand même, à travers leurs recherches, à concevoir quel message il faut pour aboutir à quelle fin. Si c'est une fin positive, parce qu'on a vu Hitler aussi qui a bien utilisé la propagande, et parmi tant d'autres leaders aujourd'hui, même dans les pays que je ne cite pas, des pays développés et de top démocratiques qu'on connaît. Certaines théories de Hitler... des populations qui sont galvanisées en fonction d'un endoctrinement. Tu leur poses des questions, ils ne peuvent pas te raisonner. Donc, c'est comme des individus décélébrés qui fonctionnent comme des machines qu'on a dû programmer pour juste aller dans une direction. On aime notre gars, comme s'ils étaient rentrés dans une religion. Et donc, quand c'est une question comme ça, ça devient vraiment complexe. Donc, c'est un couteau à double tranchant, en fait. Ça peut aller dans tous les sens. Et c'est là qu'il faut que nous, en tant qu'analystes, il faut qu'on fasse très attention à dans quelle direction. L'idéal aurait voulu que le leader qui sait qu'il faut que le pays fonctionne après lui, pour des raisons de durabilité, prépare les gens à créer déjà ces préalables par rapport à sa vision qu'il fait épouser. Et cette vision doit être durable dans le temps et dans l'espace. Mais justement, c'est très important, quelque chose de très important. Dans le temps et dans l'espace, c'est très important parce que le monde change tellement vite, les réalités changent. Ce qui était une réalité il y a de cela 10 ans n'est pas forcément une réalité aujourd'hui. Une solution qui était efficace il y a de cela 6-7 ans n'est pas forcément la solution adéquate aujourd'hui. Comment est-ce que, par exemple, pour un leader, on parle d'une population qui doit être éduquée, mais maintenant, comment est-ce qu'un leader arrive également, par exemple, à s'affirmer ou à trouver des idées claires dans un monde qui change, je t'ai dit. Par exemple, on ne savait pas il y a quelque temps qu'un conflit entre la Russie et l'Ukraine peut affecter autant le continent africain sur le plan économique. Comment est-ce qu'un leader aujourd'hui arrive à faire, par exemple, comprendre à sa population, c'est vrai, nous sommes face à une situation dont nous ne sommes pas responsables, mais que nous devons de trouver des solutions et que cette population puisse avoir non seulement les oreilles pour écouter, mais aussi un cerveau pour comprendre? En fait, il faut comprendre que le leader n'est pas seul. Ce n'est pas une tête bien pleine. C'est quelqu'un qui a le rôle de partager la vision avec tout le monde et faire travailler les autres. Le peuple, quand le peuple choisit parmi différents candidats, il dit voilà, on a confiance envers toi, tu vas nous guider. C'est le leader qui choisit son collaborateur, son équipe. Et il est choisi en fonction de toutes ces variables. Il dit par exemple, le monde aujourd'hui qui fait face, par exemple, on a un problème sérieux disons, notre économie souffre de manque de devises, par exemple, pour certains pays. Tu as besoin d'un expert en monnaie. Le pays qui a besoin, par exemple, disons, le leader, il dit, voilà, dans mon plan, par exemple, de 5 ans, je vais faire un chemin de fer. C'est à lui de choisir l'expert, une équipe qui est expérimentée. Je pense que l'essentiel pour le leader, c'est avoir une vision,
choisir l'équipe et puis rendre, comment dirais-je, gérer l'équipe en fonction de la vision. Ils ne font pas que l'équipe se détache de lui. Parce qu'il y a des pays où tu trouves que le leader ne maîtrise pas ce qui se passe. Et parfois, il y a toujours des dire, voilà, c'est pas moi, ou il y a tel qui a mal fait ceci, qui a fait ceci. Alors que le peuple, lui, le peuple regarde le leader parce que c'est lui qui a un contrat social avec le peuple. Est-ce qu'on comprend aussi que le leader puisse être aussi intransigeant avec son équipe, par exemple, parce qu'au fond de lui, il sait que c'est moi qui ai un contrat avec la population. C'est moi qui ai été élu. C'est moi qui ai des comptes à rendre à la population. Ouais. Ce n'est pas un ministre, parce que le ministre peut toujours peut partir, mais moi, à la fin de mon mandat, on peut comprendre aussi que le leader peut être aussi intransigeant, Damien? Oui, c'est évident parce que c'est un travail assez complexe. Quand vous prenez par exemple un maçon qui doit construire une maison et c'est lui qui a pris le marché, il ne serait pas celui qui va être l'ouvrier, qui va transporter les briques, qui doit poser les briques. C'est d'autres personnes à qui il délègue ça. Mais c'est lui qui a la responsabilité du chantier. Et parfois, il n'est même pas là quand le travail est en train d'être fait. Et le jour où on trouve des failles sur ce bâtiment, on ne va pas aller demander qui sont les ouvriers qui ont travaillé ici, qui est l'employé intermédiaire. C'est ce qui a pris le marché, c'est lui qui est le responsable. Et donc, dans ce cas, ça veut dire que si le leader se permet de se laisser juste jouer au jeu de plaire à un groupe donné ou de populisme seulement, il va se retrouver dans des pièges parce qu'il doit avoir une équipe que lui-même, même s'il n'est pas là, c'est lui qui est responsable. Et parfois, moi je me rappelle quand nous faisions des mouvements à l'université, on se rend compte que le chef de l'État, c'est lui qui peut répondre de même ce qu'un enseignant a fait dans un lycée auprès de la haute cour de justice, par exemple. Donc, ça fait que c'est une question de lourde responsabilité. Et utopique, quelque part, parce que l'individu dont on parle, c'est vrai que l'idéal, vous lui avez confié un pouvoir, mais la réalité, c'est qu'il ne peut pas être partout à la fois. Et c'est là que des outils sont mis à leur disposition, des services de renseignement et tout ça, mais il peut y avoir toujours aussi des failles avec ça, parce que comprendre quel même dirigeant peut avoir le temps de savoir s'il a peut-être même 1 million de population, qu'est-ce que chacun fait dans sa maison, qu'est-ce que l'autre ne fait pas. Il va se perdre dans ces détails, il ne peut pas accomplir même le travail pour lequel on l'a élu. Donc, ça fait que c'est vraiment un défi. Mais c'est en cela aussi que c'est un travail en continuité qu'on doit continuer à faire pour dire que ce n'est pas un monde parfait. Et c'est cela qui fait que dans même les démocraties les plus endurantes, même du continent, on a eu le cas, j'ai parlé tout à l'heure de l'île Maurice, mais nous avons eu un cas où la présidente en exercice de l'île Maurice a été démise de ses fonctions parce que le peuple l'a forcé à démissionner. Et ils se sont mis juste dans la rue pour démontrer. Ils ne sont pas allés faire de violence, mais comment ça s'est commencé? C'est juste parce qu'elle a utilisé une carte de visa qui appartenait à une fondation en Angola qui n'avait rien à voir avec son pays. Et on lui pose la question, mais comment vous avez pu dépenser de l'argent qui ne vous appartient pas? Elle vient à la télé, elle justifie, elle dit non, j'ai fait une erreur que j'ai demandé à la fondation de restituer. Et la fondation avait fait l'erreur depuis l'Angola de tuer que non, la présidente n'a pas d'argent quand elle est au conseil d'administration de notre... Nous, on n'a même pas réclamé l'argent. Si c'est notre argent qui cause des problèmes dans votre pays, c'est notre argent, nous, on n'a jamais réclamé ça. Le lendemain, les gens sont allés sur la rue pour dire si notre présidente traite avec des gens qui pensent que et dépenser l'argent d'autrui, c'est un privilège, ce n'est pas une responsabilité. C'est comme ça qu'elle va dépenser, nous, notre argent demain. Et pour cela, elle doit partir. La dame, elle a démissionné. Elle vient régulièrement ici, la 7e présidente de l'île Maurice. Donc, cela vous dit que quand on vend des valeurs, tout comme si l'Afrique n'a pas de valeurs, c'est les Occidentaux. Et c'est, une fois encore, je parle des recherches. On n'a pas de système de recherche qui existe, qui permet de savoir qu'est-ce qui se passe au Botswana, qu'est-ce qui se passe au Ghana. Vous voyez, récemment, le Togo a voulu copier, simplement coller ce système de l'île Maurice, mais comme ils ne l'ont pas défini, on nous a dit qu'ils veulent copier la Grande-Bretagne, alors c'est pourquoi ils sont rentrés dans le Commonwealth, et puis aujourd'hui, le Togo veut faire un système à régime parlementaire, soi-disant en Afrique de l'Ouest. Espérons que ça va aboutir, parce qu'on ne se lève pas juste pour concevoir un système, il faudrait que des études soient faites, il faut que des analyses, des projections soient faites, mais malheureusement, pour nous,
tout se passe de façon comme on le dit, Bizimana, c'est-à-dire tout vient de Dieu, c'est Dieu qui va faire tout pour nous, on n'a pas le truc, ce que je veux savoir, justement, c'est ce modèle, par exemple, de démocratie, aussi ce modèle de gouvernance et de gestion de la chose publique qui souvent pose problème. On se dit, est-ce que les modèles ne devraient pas être définis par rapport et à la culture et à l'histoire d'un peuple et son expérience mauvaise ou bonne, que peut-être de copier un système qui marche presque à perfection ailleurs et venir l'imposer ou le calquer chez vous. Est-ce que ce n'est pas là aussi que ça pose problème? Par exemple, le modèle de démocratie qu'on dit aujourd'hui, on veut que la démocratie qui a marché chez l'autre vienne marcher aussi chez soi. D'abord, si on pouvait vivre en autarcie comme les moines, qui se détachent de la société, qui vont aller se mettre sur des montagnes ou quelque part isolés, et ils mènent leur vie décalée du commun de tous les autres, ça pouvait marcher. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation où nous vivons dans le monde aujourd'hui qui est un monde globalisé. Qu'on veuille ou pas, quand vous prenez le Rwanda, aujourd'hui, il y a des gens de presque toutes les nationalités du monde qui vivent dans ce pays. Si vous demandez à l'immigration, ils vont pouvoir vous prouver que peut-être dans tous les pays au monde sont représentés aujourd'hui dans ce pays et qui observent ce qui se passe. Donc, cela veut dire que, qu'on veuille ou pas, on doit avoir nos appoints. Comme je crois que c'est Mahatma Gandhi qui disait que nous devons ouvrir nos portes et nos fenêtres à tous les étrangers, mais ne pas oublier de rester sur nos appoints. Et c'est ces appoints-là qui sont les bases endogènes qui ne sont pas généralement étudiées pour adapter à un peuple. Parce que chaque peuple, selon son niveau d'éducation, sa culture, son histoire justement, a des réalités propres à elle à un moment T de l'histoire qu'elle doit pouvoir assumer. Maintenant qu'on mélange le tout, on veut que bon, l'enfant qui naît maintenant commence l'université, alors qu'il y a la maternelle là-bas, il y a l'école primaire. Donc c'est cela malheureusement qui fait notre problème. Et l'Afrique, parfois, je pense qu'on fait beaucoup de... On veut sauter les choses. Et même ces grandes démocraties qui se sont bâties sur des centaines d'années. Ce n'est pas des choses qui se sont passées du jour au lendemain. Il faut qu'on soit patient avec nous-mêmes et qu'on ait l'humilité de dire aujourd'hui, surtout quand on voit ce qui se passe dans le monde entier. Vous pensez, partout, comme on dit en anglais, il y a du manque, un certain manque de fairness avec l'Afrique. On est dur avec l'Afrique lorsqu'on veut qu'elle puisse produire des résultats que des nations qui existent depuis des centaines d'années ont pu réaliser. Mais la réalité aujourd'hui nous fait tous... Vous avez appris hier ce qui s'est passé aux États-Unis. Nous, on vient de terminer les campagnes ici. Est-ce que quelqu'un a tiré sur un candidat? Mais quand vous voyez en France ce qui venait juste de se passer, donc je me réservais de nommer de pays, mais quand vous voyez ces pays même qui se donnent en modèle ou qui dictent, après avoir fait des années de créer la même chose, qui continue d'avoir des problèmes chez eux, ça vous donne exactement le sens du fait que nous, on veut sauter dans le train qui est déjà en marche, au lieu de construire le processus d'en arriver là. Et parfois, parce que les pays n'ont pas le pouvoir d'être autonomes, d'être indépendants avant de s'asseoir sur la table d'interdépendance, ça fait que celui qui finance par exemple les élections, il va envoyer ses observateurs, c'est eux qui vont dicter ce qui va se passer, ainsi de suite. Et l'Afrique, quand on parle de l'Afrique de façon générale, on est confronté à cette réalité-là où on devient victime d'une situation pour laquelle on devait être capable de réponse parce qu'on suppose que c'est le peuple qui choisit et c'est le peuple qui décide de qui il veut, quand il veut et comme il veut et qui peut même les destituer parce qu'on a eu des présidents en exercice où le peuple s'est levé et dit on ne veut plus de lui alors qu'ils viennent de le voter. Donc si c'est telle la perfection de cette démocratie, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui nous interpelle à l'humilité à nous tous. Il n'y a pas de système extrêmement parfait, mais c'est un travail en continuité. Il faut qu'on se dise comment on peut faire pour améliorer? Parce que parfois, on se met à comparer notre pays avec le meilleur des autres ou vice-versa. C'est là qu'on se trouve dans des pièges. Parce que c'est vrai, il y a des choses qui... Il y a 4 ans, nous étions 3 sur ce plateau ici pour parler des élections aux États-Unis, où Trump a refusé de quitter la Maison-Blanche, mais l'institution en place a pu le forcer, a le contraindre à ça. Donc, on peut applaudir cela. Mais ce qui se passe chez eux aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut donner en exemple? Je ne sais pas. Mais c'est cela aussi qui fait que nous avons cette contrainte aujourd'hui. Je se dis, le monde nous force à la mère de toutes les vertus, c'est l'humilité.
qui que nous soyons, où que nous soyons, quelle que soit notre force, quelle que soit notre superpuissance ou notre assise à l'ONU, on doit savoir que aujourd'hui, tel que le monde évolue, on a besoin de remettre la balle à terre et d'étudier qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne peut pas marcher et qu'on ne peut pas s'enfermer sur soi. Qu'est-ce qui est nos bases, quelles sont nos fondations, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut copier des autres dans un monde interchangeable où nous sommes tellement interdépendants qu'on ne peut plus se permettre de se dire nous sommes différents, nous sommes uniques seulement, mais notre unicité doit compétir dans le monde de cette diversité, de cette inclusion de tout le monde entier. Donc je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on ne se lâche plus de dire, bon, la démocratie de tel endroit, il faut copier-coller. On ne peut pas copier-coller parce que ce n'est pas les mêmes espaces sur lesquels on colle. Oui, tu dis. Il y a un élément qu'il faut toujours se mettre en tête quand on parle d'exigence de modèle démocratique. Il faut relativiser. Je ne dirais pas relativiser, mais comprendre adapter ça avec un œil critique. OK. Je donne l'exemple. La plupart des pays africains ne sont pas à la hauteur de financer leur budget de fonctionnement, le budget annuel. Alors, c'est tout à fait normal que ceux qui contribuent à ce financement exigent. C'est la main qui te nourrit. Il faut dire les choses. Voilà, faut dire les choses par leur mot. C'est la main qui te nourrit et voilà, qui détermine la quantité que tu dois mettre dans la bouche. Voilà. Hein? Donc, on a vu le président qui accède au pouvoir. Une semaine après, on dit, voilà, tu es obligé de signer un contrat avec Teddy. Voilà. C'est Teddy qui va exploiter telle matière. Voilà. Donc, c'est là où je disais, il faut avoir un leadership très visionnaire pour savoir dire, voilà, à ces exigences, je n'accepte pas, à ceci, je négocie, je maximise ma part de négociation pour dire, voilà, je gagne quoi, je perds quoi. Parce que c'est toujours comme ça. Tu perds, tu gagnes ou tu perds. Mais dans tous les cas, il ne faut jamais toujours perdre. Je pense que c'est un aspect que la plupart ne voudraient pas parler. Mais avec mon œil d'analyste économique, je vois ça. Un exemple typique au Kenya, le lendemain des élections, il y a le président qui s'assoit sur la table de négociation avec les institutions de Bretton Woods. Ils disent, voilà, vous êtes surendetté. Vous parlez de la Banque mondiale et du FMI. Voilà. Le pays est surendetté, on ne peut pas continuer sur cette trajectoire. Vous êtes obligé d'augmenter votre niveau de taxation. Enfin, ça, c'est une voie qu'il proposait. Sinon, s'il était plus leader qu'il le croyait, il pouvait dire, voilà, la voie d'augmentation des taxes, c'est une voie très risquante par rapport à ce qu'il avait promis au peuple. Voilà, il aurait dû, voilà, j'ai réduit les charges publiques. Hein, tous les protocoles, tous les voyages, toutes les dépenses publiques, il y a moyen de grignoter ici et là pour réduire les charges publiques et faire face à la dette. Mais voilà, donc, cette main qui finance les budgets des États, c'est aussi la même main qui impose certaines règles de démocratie. Et là, parfois, ça vient mettre la corde au cou pour certains dirigeants. Justement, maintenant, comment est-ce qu'on devient autonome de son propre système de démocratie ou de la démocratie voulue par sa population, son peuple de par son histoire, de par ses réalités, et en même temps rester bon partenaire des autres, de ces grands-là qui aimeraient bien financer, avoir une main mise. Damien, quels sont les outils, j'allais dire les outils ou les astuces à pouvoir utiliser pour en même temps être dépendant en interne et aussi être quelqu'un de fréquentable en international? Il faut relativiser cette question et la mettre au niveau déjà des individus que nous sommes. Lorsque vous n'avez pas les moyens de votre politique, il faut faire la politique de vos moyens. Qu'est-ce que j'ai? Si je dois marcher de chez moi pour venir ici et que ce n'est que les pieds que j'ai, Dieu merci, je n'ai pas un problème de pied, je marche pour venir ici. Je n'ai pas à me plaindre parce que peut-être Teddy est en train de conduire ou toi tu viens avec un hélico ou un jet privé. Et c'est là qu'aujourd'hui, nos pays sont pris au piège, au fait. Ils veulent juste faire comme les autres.
regardez par exemple chaque pays qui dépense des sommes colossales. J'ai dit des sommes colossales pour des élections qui sont souvent dépendants des grands systèmes qui doivent financer ça. Il y a tout un... Je crois que si ce n'est pas Alain Foucault ou quelqu'un qui a fait une recherche là-dessus, qui a présenté des choses sur combien les gens dépensent pour des élections juste pour remettre les mêmes personnes sur les choses. Et c'est les pays-là qui dictent du dehors. Maintenant, quand vous prenez des cas clés, par exemple, demain, les gens iront aux élections. On s'endette pour organiser ses propres élections. On s'endette. Oui. Et donc, dans un cas... pour qu'à la fin, on puisse... nous dicter ce qu'on doit faire. Maintenant, quelque chose de banal, sans faire de la promotion ou la propagande de qui que ce soit. Demain, par exemple, nous irons voter. Ceux qui ont les cartes d'identité nationale, c'était suffisant pour qu'ils prennent pour aller au bureau de vote et ils choisissent leur bureau de vote sur leur document. Il n'y a pas à aller imprimer pour coller dans un bureau de vote. On a utilisé juste la technologie et le fait que la population la base peut permettre la base de données qui existe et que la population déjà a été facilitée à la base d'avoir les cartes d'identité. Moi, j'ai fait l'apologie de ça toute ma vie, mais ça continue. Dans la plupart de nos pays africains, votre carte d'identité périme. L'identité d'un individu périme. Et pourtant, la même personne existe. La personne existe. Et il faut payer le montant que les populations doivent payer pour avoir des cartes d'identité font que les gens ne peuvent pas se permettre d'avoir les cartes d'identité. Donc, c'est un luxe. Année, posséder une carte des cartes d'électeurs à part. Et pour chaque élection, donc s'il y a élection municipale, législative, présidentielle, chaque élection a sa carte d'électeur qu'il faut distribuer. Et il y a un individu qui a peut-être le marché en collision avec quelques systèmes ou quoi que ce soit, et chaque fois, il faut dépenser de l'argent dans ça. Et comme vous vous êtes créé des conditions de dépendance à la base, et que vous n'avez pas forcément les moyens, vous êtes obligé de danser à qui veut appuyer sur votre guitare ou que si ce soit votre piano, celui qui appuie, c'est celui que vous dansez. Donc, les petites choses qu'on pouvait faire dans nos pays, je ne dis pas pour dire qu'un pays est parfait par rapport à un autre, mais c'était moins des choses qu'on peut faire. Non, prenons, capitalisons déjà ce que nous avons. Ça me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a des pays qui disent, voilà, on n'a pas une base de données des électeurs, donc on ne peut pas organiser les élections. Les élections, oui. On en a connu, sans nommer de Donc, ça paraît ridicule d'avoir comme prétexte de ne pas avoir une base de données d'un peuple qui est là, qui a toujours existé depuis des années. Donc, tu vois que c'est ça le leadership, en fait. Le leadership, ce n'est pas être en veste et voyager le monde entier et aller... au bout du monde. Voilà, ce n'est pas ça. Le leadership, c'est mettre en place un système qui permet d'utiliser efficacement les ressources, petites soient-elles, mais tu les investis d'une façon rationnelle, qui fait que, avec peu, tu atteins beaucoup le résultat. Je pense que même le président Kagame a toujours répété plusieurs fois, il dit, on n'a pas beaucoup, mais le peu que nous avons, on doit gérer ça efficacement. Et c'est ça le leadership. Le leadership, ce n'est pas le loisir. La plupart des leaders africains, ils vivent le luxe. Hein. Quand c'est le voyage, c'est tout un village qui voyage avec eux. Vous avez vu le scandale, un président africain qui va aux États-Unis pour une visite officielle. Il y a 3 avions qui y vont. Mais en fin de compte, il y a des cousins, des cousines, et tu vois. Donc, quelque part, la plupart des gens confondent le pouvoir et le luxe, plutôt que considérer le pouvoir étant une responsabilité. Alors, et ça, les élections nous montrent que si le peuple est bien éduqué, si le peuple est instruit, le peuple décide. Le peuple décide. Aujourd'hui, Damien, que ce soit pour le Rwanda, que ce soit pour le continent africain de manière générale et même le monde de manière globale, la majorité de cette population, de ce peuple dont on parle, c'est la jeunesse. C'est des jeunes de moins de 35 ans qui, malheureusement, on l'a entendu de la bouche de plusieurs leaders en Afrique, dont je ne vais pas citer, la jeunesse, vous êtes l'avenir du continent. Et pas le présent, quand ils disent ça. C'est-à-dire qu'il faut compter avec cette jeunesse dans le futur. Et après autant d'années, les mêmes personnes qui disaient que vous êtes l'avenir du continent, ils sont toujours là, ce sont eux qui sont toujours aux affaires. Alors Damien, comment
avec la description que vous avez faite du continent et de ses réalités, comment faire pour que cette jeunesse africaine puisse s'intéresser à la gestion de la chose publique et non pas à des futilités? Comment est-ce qu'on rend cette jeunesse responsable, attachée aux valeurs républicaines, attachée aux valeurs nationales et traditionnelles, et aussi se sentir responsable de leur pays respectif aujourd'hui et pas attendre demain? Oui, c'est même un bombe à retardement, hein, ce que nous sommes en train de voir dans le continent. On parle de jeunes sans les jeunes. Et quand vous voyez même sur les plateformes où on dit les jeunesses, on a une organisation qui a toujours existé dans le continent qu'ils appellent le Conseil national de la jeunesse. Et quand vous regardez dans la plupart des pays, celui qui est président de ce Conseil national de la jeunesse, il est plus de la quarantaine. Et c'est lui qui est l'image, l'écran de la jeunesse. Et les mêmes choses, causes produisant les mêmes effets, nous nous retrouvons dans des situations assez complexes aujourd'hui où la jeunesse, parfois, quand je parle de l'endoctrinement, on crée les conditions pour qu'ils soient juste dans la distraction, qu'ils ne puissent pas pouvoir réfléchir. Parce qu'une génération, quelqu'un qui veut être durable et qui veut que dans le futur, les choses puissent continuer à exister sans lui, il faut que la population puisse raisonner. Et cette population, pour qu'elle raisonne, cette jeunesse, il faut qu'elle soit éduquée, active et réfléchie. Mais les partenaires, ceux-là qui... À 2 heures ou à 1 heure, les jeunes, si certains ont la possibilité, ils allaient faire des démonstrations, ils allaient faire des casses, parce que tout ce qui les intéresse, c'est les réseaux sociaux. Mais le truc, c'est quoi? Pour vous relancer, on voit certains commentaires, certaines réactions qui disent, parfois, là j'ai dit en international, on est en train de politiser la jeunesse, on est en train de politiser la jeunesse. Oui. Vous qui passez du temps avec la jeunesse, vous, dans des laboratoires d'idées, quel est le mal qu'il y a à politiser ou à rendre politiquement responsable la jeunesse? Oui, mais quand vous voyez les drames que le monde a connus, quand on parle de politiser, il y a une politisation qui peut être positive comme elle peut être négative. Et comme ça peut aller dans les deux sens, c'est là que le mal se trouve. Sinon, si la politisation ne pouvait qu'être positive, ça veut dire que le citoyen a eu la civilisation, a été éduqué pour participer à ce qui le concerne. Mais d'autres cas, on le détache de ce qui le concerne. Tu lui parles même des élections. Je demande même parfois à des jeunes, est-ce qu'il y a élection demain matin? Ils disent, non, ce n'est pas notre problème, c'est le problème des vieux. Donc, ils sont fiers de le dire. Ils sont fiers de le dire. Si la personne dit que demain, par exemple, il y a élection, je ne veux pas voter, et après il est là, dit, on n'a pas d'école, on n'a pas de route, dans notre école, on n'a pas les pédièmes, il n'y a pas ceci. Donc, ça veut dire que la personne même, est-ce que celle-là, elle est responsable? Donc, ça peut être politisation positive comme politisation négative. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce qui se passe aujourd'hui dans le continent. On fait beaucoup de fêtes. Je ne dis pas pour dire que je suis un saint par rapport aux fêtes, mais au même moment, nous devons nous voir en face. Nous en faisons un trop. Et pendant que les autres sont en retard et nous, on n'existe même pas sur l'échiquier du monde aujourd'hui. C'est nous qui faisons tous les dégâts, c'est nous qui voulons être à la page de tel véhicule qui vient de sortir, de tel téléphone qui vient de sortir, et il n'y a rien qui se fabrique dans notre continent. C'est un danger et c'est une bombe à retardement, parce que quelqu'un qui ne peut pas travailler, qui ne peut pas fabriquer quelque chose pour lui, et qui veut vivre dans une vie de luxe, à tout moment, il peut être manipulé, parce que comme il a le goût de la facilité, quand on lui tend quelque chose, il prend et il est prêt à tout pour ça. C'est pourquoi on a des jeunes aujourd'hui qui sont devenus des instruments dans la main des politiques. Je parle de façon générale dans le monde entier. Donc les jeunes deviennent des outils, on les prend juste comme un appât, on leur donne quelque chose. On sait que si on leur donne ça, comme ils ne peuvent pas réfléchir et ils sont accrochés à cette chose, ils sont dépendants de cette chose, même si c'est la boisson, même si c'est quoi que ce soit de pervers qu'on leur tend, ils sont prêts à tout faire pour ça et ils deviennent vraiment des outils, malheureusement, au lieu d'être des acteurs de cette démocratie dont on parle. Donc j'espère que, tel que les choses se passent aujourd'hui, où petit à petit, on arrive quand même à éduquer nos jeunes, certains quand même, parents commencent pas à comprendre que si même eux-mêmes à la maison, ils laissent des enfants qui n'éduquent pas et qu'ils les laissent seulement en l'air pour se dire que comme ça, ils peuvent juste obéir pour obéir, ils risquent de concevoir eux-mêmes leurs propres bombes et leurs propres dangers. Je crois que, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Teddy, juste, nous en avons quelques 30 secondes pour finir. Est-ce qu'aujourd'hui,
vous avez espoir en la jeunesse, vous voyez une jeunesse responsable et du présent et du futur de leur nation? Moi, je pense qu'au Rwanda, par exemple, le narratif a changé, hein. Il y a les leaders qui disent, voilà, nous voulons les jeunes actifs, hein, qui doivent prendre en main la destinée du pays. Je pense que le leader a fait, comment dirais-je, une déclaration qui est claire. Il a non seulement une déclaration, mais aussi le leadership a concrétisé ça. Parce qu'on voit les jeunes, par exemple, qui dirigent les grandes sociétés, on voit les jeunes, même la campagne présidentielle, il y a les jeunes qui étaient toujours là. Oh, il y a des visages qu'on ne peut plus voir, hein. Les gens à la retraite, on ne sait plus où ils sont. Bon, je pense que coupler les expérimentés avec les jeunes, c'est une bonne décision, parce que ça permet de faire une transition vers la jeunesse qui prend la destinée en main. Voilà, et c'est sur ces mots sages de Teddy Kaberuka et également à Damien Monzon. Tous les deux, merci pour vos propos et surtout votre contribution à l'émission Majuscule Propos. Merci à l'audience et à l'équipe technique qui m'a permis de vous atteindre. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos.